À la fête, ma sœur s'est moquée des cadeaux de mes enfants, les chaussettes leur vont si bien. Tout le monde a ri. J'ai ouvert un dossier et j'ai dit, grand-père leur a envoyé 4000 $. Tu l'as volé. Maman a crié, ne fais pas ça. Mais alors la porte s'est ouverte. Le silence dans la voiture était pesant. Un poids physique qui pressait contre ma poitrine et rendait la respiration difficile. D'habitude, le trajet de retour de chez ma mère le jour de Noël était rempli de l'énergie chaotique et survolté par le sucre de deux jeunes garçons comparant leur butin, se disputant pour savoir qui avait eu les meilleurs jouets. Et posant 1 million de questions sur la taille des piles et les temps de montage. Mais aujourd'hui, le silence était absolu. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Léo, mon fils de 8 ans, regardait par la fenêtre les rues grises et boueuses, son front posé contre la vitre froide. Il ne dormait pas, bien que j'aurais aimé qu'il le soit. Ses yeux étaient cerclés de rouge et grands ouverts, clignant lentement. À côté de lui, Sam, 6 ans, serrait la sangle de sa ceinture de sécurité avec une poigne si forte que ses jointures étaient blanches, sa lèvre inférieure tremblant toutes les quelques secondes alors qu'il retenait une autre vague de larmes. Mes mains tremblaient si fort que je devais agripper le volant à 10h02 juste pour maintenir la voiture en ligne droite. Un goût métallique et amer recouvrait ma langue. Le goût de l'adrénaline et de la rage refoulée. Je me sentais physiquement malade, mon estomac baratté par un mélange de nausées et de chagrin bien pire que n'importe quelle grippe que j'avais jamais combattue. Ce n'était pas seulement que nous étions partis tôt. Ce n'était pas seulement que l'atmosphère festive avait tourné au vinaigre. C'était le regard sur le visage de ma mère quand je me suis enfin levé. C'était la satisfaction béate qui émanait de ma sœur Sarah. Mais surtout, c'était la dévastation que je voyais dans les yeux de mes garçons. Je me suis garé dans notre allée, les pneus crissant sur le gravier. J'ai coupé le moteur, mais je ne pouvais pas bouger. Je suis resté assise là, à fixer la porte du garage, rejouant les 3 dernières heures dans ma tête comme un film d'horreur que je ne pouvais pas éteindre. Je me sentais vidé de l'intérieur. En tant que mère, votre instinct primaire est de protéger vos enfants de la douleur. Vous agissez comme un bouclier contre la cruauté du monde. Mais comment les protéger quand la cruauté vient de leur propre grand-mère? Comment expliquer à un enfant de 6 ans qu'il n'est pas aimé autant que ses cousins? Maman. La voix de Léo était petite, légèrement fêlée. Est-ce qu'on va bientôt voir Papy Arthur? J'ai pris une grande inspiration saccadée, forçant un masque de calme sur mon visage avant de me retourner. Oui, mon chéri. Nous l'appellerons demain. Je te le promets. D'accord, a-t-il chuchoté. Il a baissé les yeux sur ses genoux vides, parce que je ne pense pas que mamie Linda aime plus mes dessins. Ces mots ont été comme un couteau qui se tordait dans mes entrailles. J'ai détaché ma ceinture de sécurité, mes doigts maladroits avec le loquet, et je suis monté sur la banquette arrière pour les serrer tous les deux dans une étreinte féroce. Ils ont enfoui leur visage dans mon manteau, et j'ai senti la chaleur humide de leurs larmes imprégner la laine. Je les ai tenus là pendant longtemps, regardant le ciel d'hiver maussade, réalisant que la famille que je pensais avoir, le filet de sécurité que je pensais exister, venait d'être lacéré en lambeaux. J'avais passé des années à lui trouver des excuses, des années à avaler des insultes pour maintenir la paix, des années à essayer d'acheter l'affection de ma mère avec ma docilité. Mais aujourd'hui, la monnaie d'échange avait changé. La trahison était pire que le diagnostic d'une maladie en phase terminale. C'était une amputation délibérée et calculée du cœur de mes enfants. Une fois à l'intérieur de la maison, l'atmosphère était sombre, comme l'air après des funérailles. Nous n'avons pas allumé les lumières de Noël. Nous n'avons pas mis de chant de Noël. L'arbre dans le coin de notre salon, que nous avions décoré avec tant de joie quelques semaines auparavant, avait maintenant l'air moqueur. J'ai fait du chocolat chaud aux garçons, le vrai, avec des pépites de chocolat fondu et de la crème épaisse surmontée de guimauve. C'était une tentative pathétique de mettre un pansement sur une blessure par balle, mais c'était la seule chose à laquelle je pouvais penser. On peut juste regarder un film, a demandé Sam, sa voix dépourvue de son entrain habituel. Je ne veux pas jouer avec. De toute façon, je n'ai rien avec quoi jouer. Bien sûr, ai-je dit, la voix tendue. On peut regarder tout ce que vous voulez. Alors qu'il s'installait sur le canapé, enveloppé dans des couvertures, je suis allé dans la cuisine et je me suis appuyé contre le comptoir, laissant enfin la façade se fissurer. J'ai pressé mes paumes contre mes yeux, essayant d'empêcher les images de revenir en force, mais elles étaient implacables. Il y a 3 semaines,
c'est là que le piège avait été tendu. Je me souvenais vivement de l'appel téléphonique. Ma mère, Linda, m'avait appelé, sa voix dégoulinant d'une douceur qui précédait généralement une demande d'argent ou de service. Alexandra, ma chérie, avait-elle roucoulé. J'ai parlé à ton grand-père et nous voulons faire quelque chose de vraiment magique cette année. Arthur m'a donné un budget, un très généreux, pour m'occuper de tous les achats, car il n'est pas assez mobile pour faire les magasins. C'est gentil de sa part, avais-je répondu, méfiante mais pleine d'espoir. Ça l'est, mais j'ai besoin d'aide. Je ne veux pas juste deviner ce que les garçons veulent. Je veux qu'ils le dessinent. Fais asseoir Léo et Sam et qu'ils dessinent exactement ce qu'ils veulent. Le grand cadeau, la seule chose dont ils rêvent. Fais-leur aussi écrire une lettre expliquant pourquoi ils le veulent. Ce sera mignon pour l'album souvenir, et ça garantit que j'obtiens les bons numéros de modèle ou autres. J'avais été si touché, je me suis dit, enfin, elle essaie. Léo, mon âme d'artiste, avait passé 3 jours sur son dessin. Il voulait un ensemble Lego architecture haut de gamme spécifique, le massif avec des milliers de pièces. Il l'a dessiné en perspective, coloriant chaque brique. Il a écrit un paragraphe sur son désir de devenir architecte comme son arrière-grand-père Arthur l'était. Sam, doué sujet aux obsessions, voulait un ensemble de feutres d'art de qualité professionnelle et un chevalet spécifique. Il a dessiné une image de lui-même peignant un portrait de mamie. Nous étions allés chez elle une semaine plus tard pour livrer les lettres. J'ai regardé mes garçons les remettre à Linda avec des yeux brillants. Elle avait serré les papiers contre sa poitrine, feignant l'émotion. Oh, c'est précieux. Laissez faire mamie. Le matin de Noël va être spectaculaire. Spectaculaire. C'est le mot qu'elle a utilisé. Avance rapide jusqu'à ce matin. La révélation spectaculaire. Nous étions arrivés à la vaste maison de Linda à 9 heures. Sarah et son mari Marc étaient déjà là, affalés sur les canapés avec des mimosas à la main. Les 2 enfants de Sarah, Kyle et Chloé, couraient partout, criant et renversant des choses. Sarah n'a pas sourcillé. Quand est venu le moment des cadeaux, Linda a pris le devant de la scène. Elle s'est assise dans son fauteuil à haut dossier comme une reine tenant sa cour. Très bien, tout le monde, a-t-elle annoncé en frappant dans ses mains manucurées. Le Père Noël a été très précis cette année. Elle a commencé à distribuer des boîtes. Léo et Sam étaient assis patiemment, les mains jointes comme je leur avais appris. Ils ont regardé Kyle déchirer une boîte. C'était le set de Lego. Pas n'importe quel set de Lego. C'était le set de la série Architecture. Exactement celui que Léo avait dessiné. Exactement celui sur lequel il avait passé des heures à faire des recherches. J'ai ressenti une secousse de confusion. Peut-être qu'elle en avait acheté 2. Kyle n'aimait même pas les Lego. Il aimait les jeux vidéo et les voitures télécommandées. Il a regardé la boîte, a froncé les sourcils et l'a jetée de côté. Ennuyeux. Où est le drone? Le souffle de Léo s'est coupé. Il m'a regardé, la confusion assombrissant son visage. Puis Chloé a ouvert son cadeau, le chevalet d'art professionnel, l'ensemble de feutres, la marque exacte dont Sam avait soigneusement copié le logo dans son dessin. Chloé avait 4 ans. Elle aimait la peinture au doigt. Elle a regardé le chevalet et lui a donné un coup de pied. Je voulais un poney robot. La pièce a semblé basculer sur son axe. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai regardé Linda. Elle sirotait son mimosa, un petit sourire crispé jouant sur ses lèvres. Maman, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. Ce sont les cadeaux que Léo et Sam ont demandé. Linda a agité une main avec dédain. Oh, Alexandra, ne sois pas dramatique. Les enfants de Sarah ont besoin de stimulation. En plus, j'ai acheté quelque chose de pratique pour tes garçons. Elle a montré 2 petits paquets plats sous l'arbre. Léo et Sam se sont approchés, leurs mouvements lents comme s'ils marchaient sous l'eau. Ils les ont déballés. Des chaussettes, un paquet de chaussettes de sport blanches génériques. Et un livre de coloriage du magasin à $1, du genre avec le papier gris et rugueux. J'ai pensé qu'ils pourraient les utiliser pour l'école, a dit Linda d'un ton enjoué. Et les livres de coloriage, c'est pour, eh bien, tu sais, les garder tranquilles. Le silence qui a suivi était assourdissant. Sarah a laissé échapper un rire sec et aboyant.
Oh mon Dieu, maman, des chaussettes. C'est hilarant. Tu es si pratique. Eh bien, Alexandra se plaint toujours de la vitesse à laquelle ils grandissent, a dit Linda, ses yeux se fixant sur les miens avec une lueur froide et prédatrice. J'aide. C'était le moment. C'est là que j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était un message. C'était une humiliation délibérée de mes enfants pour élever la progéniture de son enfant chéri. Elle avait utilisé les propres rêves de mes fils comme liste de courses pour ses favoris. J'ai regardé Léo. Il ne pleurait pas encore. Il fixait le set de Lego jeté par terre près du pied de son cousin. Je me suis levé. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas retourné la table. J'ai simplement marché vers mes garçons, pris leurs mains et dit, prenez vos manteaux. Tu pars déjà, a ricané Sarah. On n'a même pas encore eu le brunch. Maman a fait une quiche. Nous partons, ai-je dit, ma voix tremblante mais ferme. Tu es ingrate, a sèchement répliqué Linda, son masque de douceur tombant instantanément. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour ces chaussettes. Tu ramènes toujours tout à toi, Alexandra. Tu gâches Noël. Je n'ai pas répondu. J'ai fait sortir mes garçons, laissant les chaussettes et les livres de coloriage par terre. Maintenant, debout dans ma cuisine, le souvenir me donnait envie de crier jusqu'à ce que ma gorge saigne. Comment avait-elle pu? Comment une grand-mère pouvait-elle être si cruellement désinvolte? Mon téléphone a vibré sur le comptoir, me sortant de ma transe. C'était un texto de Sarah. Maman pleure. J'espère que tu es contente. Tu es une telle peste. Tu nous as embarrassés devant Marc. Excuse-toi auprès de maman ou ne te donne pas la peine de venir pour le nouvel an. J'ai fixé l'écran, mon pouce planant au-dessus du bouton de blocage. Il pensait avoir gagné. Il pensait m'avoir brisé, que je reviendrais en rampant comme je le faisais toujours, en m'excusant d'avoir des sentiments, en mendiant des miettes de leur affection. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils avaient oublié que c'était moi qui gérais la correspondance personnelle de Papy Arthur. Ils avaient oublié que, bien que Linda contrôle le calendrier social, c'était moi qui l'aidais à configurer son email et son application bancaire. Et ils avaient certainement oublié que Papy Arthur, malgré sa fragilité, détestait plus que tout au monde un menteur. Pour comprendre pourquoi cette trahison était si profonde, il faut comprendre l'histoire. Il faut comprendre que j'ai passé toute ma vie d'adulte à essayer d'acheter l'amour de ma mère par le travail, tandis que ma sœur Sarah l'achetait par son existence. Je suis illustratrice indépendante. Je travaille dur. J'ai bâti une carrière à partir de rien, enchaînant les nuits blanches, acceptant des contrats d'entreprise peu prestigieux et économisant chaque centime pour offrir une vie stable à Léo et Sam après que mon mari nous a quittés il y a 3 ans. Ma vie est définie par la discipline et le sacrifice. Sarah. Sarah est une curatrice de style de vie. C'est ce que dit sa bio Instagram. En réalité, elle a 32 ans, est au chômage et mariée à Marc, un homme qui se prend pour un entrepreneur, mais qui perd surtout de l'argent dans des arnaques de crypto-monnaies et des paris sportifs. Pourtant, aux yeux de Linda, Sarah est la fleur fragile qui doit être protégée. Et moi, je suis le cheval de trait qui doit tirer la charrette. En grandissant, c'était toujours la même chose. Si Sarah cassait un vase, c'est parce que je l'avais distraite. Si Sarah échouait à un cours, c'est parce que le professeur était jaloux de sa beauté. Si j'avais que des A, c'était attendu. Si je gagnais un concours d'art, Linda demandait pourquoi le prix en argent n'était pas plus substantiel. Quand mon père est décédé il y a 10 ans, la dynamique s'est figée. Linda a tourné toute son attention vers Sarah, y voyant peut-être une version plus jeune d'elle-même, vaniteuse, superficielle et soucieuse uniquement des apparences. Puis il y avait la personne d'influence. La véritable pourriture au cœur de notre famille n'était pas seulement le narcissisme de Linda. C'étaient les chuchotements de Sarah. Sarah avait perfectionné l'art du complexe de la victime. Elle savait exactement comment manipuler les insécurités de Linda. Elle laissait tomber de petits commentaires dégoulinants de poison. Alexandra pense qu'elle est meilleure que nous parce qu'elle a une carrière. Maman, disait-elle autour d'un verre de vin. Elle te méprise. Elle pense que tes goûts sont de mauvais goût. Ou, Alexandra m'a dit qu'elle pense que tu deviens trop vieille pour gérer les fêtes de famille. Elle veut prendre le relais. C'étaient tous des mensonges.
Mais Linda, terrifiée par l'insignifiance, gobait tout. Elle me punissait pour prouver qu'elle était toujours la matriarche. Cette année, les enjeux financiers étaient plus élevés que d'habitude. Papy Arthur, le père de Linda, avait déménagé dans une résidence pour personnes âgées. Il était incroyablement riche, de la vieille fortune d'un empire manufacturier qu'il avait bâti dans les années 70, mais sa santé déclinait, et il avait commencé à déléguer des tâches financières. Il avait confié à Linda le fonds de Noël. Papy Arthur était un homme juste. Il était la seule personne de la famille qui me voyait. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, c'est lui qui m'a acheté ma première table à dessin professionnelle. Quand mon mari est parti, c'est lui qui a payé l'avocat pour s'assurer que j'obtienne la garde exclusive. Tu as une colonne vertébrale, Ali, me disait-il en tapant sa canne sur le sol. Ta mère et ta sœur, elles ont des clavicules de poulet là où elles devraient avoir une colonne vertébrale. Mais dernièrement, Arthur avait été distant. Son oui baissait, et il était souvent confus le soir. Linda avait utilisé cela pour le contrôler. Elle contrôlait son téléphone. Elle contrôlait ses visiteurs. Papa est trop fatigué aujourd'hui, me disait-elle quand j'essayais de lui rendre visite. Il ne reconnaît pas bien les gens aujourd'hui. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Je la croyais. Je pensais qu'elle le protégeait. Maintenant, je réalisais qu'elle l'isolait. J'ai pensé à la demande spécifique que Linda avait faite concernant les dessins. Elle avait insisté sur le fait qu'Arthur voulait les dessins. Attendez. Une pensée m'a frappé, vive et soudaine. Si Arthur voulait les dessins, les a-t-il vus? Linda avait pris les lettres et les dessins des garçons, elle a dit qu'elle les montrerait à papy. Mais l'a-t-elle fait? Où a-t-elle pris l'argent qu'Arthur lui a donné, de l'argent clairement destiné à des cadeaux spécifiques demandés, et l'a-t-elle utilisé pour acheter ces mêmes articles pour les enfants de Sarah afin de se faire bien voir de son enfant chéri? C'était parfaitement logique. Sarah s'était probablement plainte de ne pas pouvoir se permettre un bon Noël pour Kyle et Chloé à cause du dernier mauvais investissement de Mark. Linda, incapable de dire non aux larmes de Sarah, a probablement décidé que l'argent de la famille est l'argent de la famille et a redirigé les fonds. Elle l'a justifié, j'en suis sûr. Alexandra s'en sort bien. Elle travaille. Sarah a besoin d'aide. Les garçons ne verront pas la différence. Mais elle avait tort. Elle avait tellement tort. J'ai regardé l'horloge. Il était 15h30 le jour de Noël. Je me suis dirigé vers le tiroir de la cuisine où je gardais mes dossiers d'urgence. J'ai sorti un petit carnet relié en cuir. À l'intérieur se trouvait une liste de mots de passe et de numéros de contact que papy Arthur m'avait donnés il y a 2 ans, juste au cas où ta mère perdrait la tête. Je ne les avais jamais utilisés. J'avais l'impression que ce serait une trahison de la hiérarchie. Mais en regardant mes fils, blottis l'un contre l'autre sur le canapé, regardant un dessin animé à faible volume, ressemblant à des réfugiés dans leur propre maison, la hiérarchie n'avait plus d'importance. J'ai ouvert le carnet. Il y avait un numéro pour sa ligne privée, le téléphone fixe dans sa chambre à la résidence que Linda ne savait pas que j'avais. J'ai hésité. Si j'appelais et lui disais, je déclencherais une guerre. Je serais la rapporteuse que Linda m'accusait toujours d'être. Puis je me suis souvenu du visage de Léo quand il a vu son set de Lego dans les mains de Kyle. Je me suis souvenu de Sam donnant des coups de pied par terre, serrant son livre de coloriage à $1. J'ai pris le téléphone. Mais avant que je puisse composer, l'écran s'est allumé. Message vocal reçu. C'était de papy Arthur. Mon cœur s'est arrêté. Avait-il entendu? Linda avait-elle déjà inventé sa version de l'histoire? M'appelait-il pour me gronder d'avoir gâché Noël et d'être parti tôt? J'ai appuyé sur lecture, ma main tremblante. J'ai porté le téléphone à mon oreille. Le message a commencé par un bruit de froissement, puis un lourd soupir. Puis sa voix, rauque, faible, mais indubitablement vive, a percé le grésillement. Ali, c'est papy. J'ai essayé d'appeler ta mère, mais elle ne répond pas. Je voulais juste demander. Il a fait une pause, et je pouvais l'entendre siffler légèrement. Les garçons ont-ils aimé les cadeaux? Est-ce que Léo a eu le set d'architecture? J'ai attendu toute la matinée une photo. J'ai veillé à faire le chèque pour le montant exact, plus les taxes. Je voulais le voir le construire. S'il te plaît,
envoie-moi une photo, Ali. J'ai besoin de savoir que j'ai bien fait. Le message s'est terminé. Je suis resté là, figé, le téléphone glissant de mes doigts engourdis et tombant bruyamment sur le comptoir. Il ne savait pas. Il les avait payés. Il avait spécifiquement financé ces cadeaux. Il pensait que mes garçons jouaient avec eux en ce moment même. Linda n'avait pas seulement fait du favoritisme. Elle avait détourné de l'argent de son père mourant et lui avait menti à ce sujet, utilisant sa générosité pour financer son favoritisme, le laissant attendre près du téléphone un merci qui ne viendrait jamais. Des larmes coulaient sur mon visage, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de fureur froide et dure. J'ai essuyé mon visage avec le dos de ma main. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre. La mère triste et fatiguée qui voulait juste la paix avait disparu. J'ai repris le téléphone. Je ne l'ai pas rappelé. Pas encore. À la place, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais du travail à faire. Je fixais l'écran de l'ordinateur portable, le curseur clignotant rythmiquement sur le fond blanc de la page de connexion. Mon cœur martelait contre mes côtes, un battement de tambour chaotique de peur et d'adrénaline. Un instant, j'ai hésité. Cela ressemblait à une violation. J'avais été élevé dans le respect de la vie privée, à ne jamais fouiner, à faire confiance implicitement à mes aînés, mais cette confiance avait été utilisée comme une arme contre mes enfants. J'ai tapé le nom d'utilisateur, Arthur J. Personnel, puis le mot de passe. C'était une vieille blague entre nous, une combinaison de sa voiture classique préférée et de l'année où il avait fondé son entreprise. J'ai retenu mon souffle et appuyé sur Entrée. L'écran s'est rafraîchi. Bienvenue, Arthur. Au départ, je ne cherchais pas de preuves irréfutables. Je cherchais juste la confirmation du fonds de Noël. J'ai navigué jusqu'au compte courant intitulé « Dépenses discrétionnaires ». C'était le compte que Papy utilisait pour les cadeaux, les loisirs et les dépenses personnelles, celui auquel Linda avait accès en tant que signataire pour l'aider à le gérer. J'ai fait défiler jusqu'à décembre. Les entrées étaient rares. Un débit de pharmacie, un renouvellement d'abonnement à son magazine d'histoire. Et puis c'était là. 2 décembre, chèque 1405 payé à Linda Miller. Mémo, liste de souhaits de Noël des petits-enfants. Montant, $4000. J'ai halté. L'air a été aspiré de la pièce. $4000. Mes mains se sont portées à ma bouche. Il ne lui avait pas seulement donné assez pour le set de Lego et le chevalet. Il lui avait donné assez pour acheter ses cadeaux 5 fois. Il lui avait donné assez pour remplir tout le salon de cadeaux pour les 4 arrière-petits-enfants de manière égale. J'ai rapidement fait le calcul mental. Le set de Lego architecture était cher, environ $350. Le matériel d'art que Sam voulait coûter peut-être $200 pour le haut de gamme. Les cadeaux des enfants de Sarah. Même si elle leur avait acheté des doublons, le total ne pouvait pas dépasser $1200. Où étaient les $2800 restants? Et plus important encore, pourquoi mes enfants avaient-ils reçu des chaussettes? J'avais besoin de plus qu'une simple ligne numérique. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin d'entendre les instructions qu'il lui avait données directement. J'avais besoin de savoir s'il y avait une ambiguïté derrière laquelle elle pourrait se cacher. Les garçons, ai-je appelé, ma voix plus stable que je ne le sentais. Remettez vos chaussures. On va voir papy. Mais c'est Noël, a dit Léo, levant les yeux du sol où il feuilletait distraitement le livre de coloriage à $1. Est-ce que mamie Linda sera là? Non, ai-je dit fermement. Juste nous et papy. Le trajet jusqu'à la résidence pour personnes âgées était un flou de gadoue grise et de lumière festive qui semblait criarde contre la morosité. Quand nous sommes arrivés, la réceptionniste a souri avec sympathie. Vous venez pour Arthur. Il a demandé toute la journée si quelqu'un venait. Mon cœur s'est brisé un peu plus. Linda n'était même pas venue lui rendre visite. Elle avait pris son argent, l'avait dépensé pour sa fille préférée et l'avait laissée seule le jour de Noël. Nous avons descendu le couloir silencieux jusqu'à la chambre 302. J'ai frappé doucement. Entrez, a craqué sa voix. Papy Arthur était assis dans son fauteuil près de la fenêtre, une couverture sur ses jambes. Il avait l'air fragile, sa peau comme du papier parchemin, mais ses yeux se sont illuminés quand il a vu les garçons. Les voilà,
a-t-il rayonné, tendant une main tremblante. Joyeux Noël. Vous avez eu le butin? Vous avez apporté des photos? Léo et Sam ont hésité. Ils étaient de terribles menteurs. Ils m'ont regardé, la panique dans les yeux. Je me suis avancé, forçant un sourire qui semblait fait de verre. Les garçons, ils étaient tellement dépassés. Papy, on a laissé les gros cadeaux chez mamie pour les mettre en sécurité, pour qu'ils ne se cassent pas dans la voiture. Mais il voulait venir te voir pour te dire merci. C'était un mensonge pieux. Je ne pouvais pas lui briser le cœur le jour de Noël. Pas encore. Ah, malin. Arthur a hoché la tête, satisfait. Ce set de Lego est compliqué. Il ne faut pas perdre les pièces. Il m'a regardé, son regard s'aiguisant. Et le chèque? Linda t'en a parlé? Je lui ai donné 4000. 2000 pour tes garçons, 2000 pour ceux de Sarah. Je voulais m'assurer qu'ils aient exactement ce qu'ils avaient dessiné. Pas de Kaamelott générique cette année. La confirmation m'a frappé comme un coup physique. 2000 $ pour mes fils. Elle a mentionné que vous aviez été généreux, ai-je réussi à dire, la voix tendue. Généreux? C'est mon travail. Il a gloussé, puis a toussé, se tenant la poitrine. Quand il s'est remis, il a montré le petit bureau dans le coin. Regarde dans le dossier bleu, Ali. J'ai gardé la copie carbone. J'ai écrit les instructions spécifiques sur la ligne mémo pour qu'elle n'oublie pas. Ma mémoire me fait défaut, mais je m'assure d'écrire les choses. Je me suis dirigé vers le bureau. Mes doigts ont effleuré le dossier en cuir bleu. Je l'ai ouvert. C'était là, la copie carbone du chèque 1405. Dans son écriture tremblante mais distincte, la ligne mémo disait « 2K pour Léo, Lego, et Sam, 2K pour les enfants de Sarah ». Il n'y avait aucune ambiguïté. Pas de « utilisez votre discrétion ». C'était un ordre direct du patriarche. J'ai sorti mon téléphone et pris une photo haute résolution du chèque. Puis j'ai pris une photo du relevé bancaire sur son iPad, qui était sur le bureau. « Est-ce que tout va bien, Ali ?» a demandé Arthur, sentant le changement dans mon énergie. Je me suis tourné vers lui, rangeant mon téléphone. Je me suis approché et je lui ai embrassé le front, lissant ses fins cheveux blancs. « Tout va s'arranger, papy. Je te le promets. On voulait juste s'assurer que tu allais bien. »« Je vais bien, » a-t-il murmuré en me serrant la main. « Je veux juste que tout le monde soit heureux. Il ne me reste pas beaucoup de Noël, Ali. Je veux qu'ils soient justes. Ils le seront, ai-je juré. Je vais m'en assurer. » Le trajet de retour à la maison était silencieux, mais cette fois, ce n'était pas le silence du deuil. C'était le silence de la planification tactique. J'ai déposé les garçons chez ma voisine, Madame Higgins, une charmante dame âgée qui les traitait comme ses propres petits-enfants. Course d'urgence, lui ai-je dit. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a pas posé de questions. Puis je suis allé chez Linda. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je savais qu'ils seraient encore là, à picorer les restes du brunch que j'avais abandonné, à boire du vin et à valider mutuellement leur comportement misérable. Quand je suis entré par la porte d'entrée, la chaleur de la maison m'a frappé, portant l'odeur de la cannelle et du parfum cher. Ils étaient dans le salon. Sarah était affalée sur le canapé, un nouveau bracelet de tennis en diamant scintillant à son poignet alors qu'elle faisait défiler son téléphone. Marc dormait dans le fauteuil. Linda organisait la pile de cadeaux, les cadeaux de Sarah, en pile nette. La conversation s'est arrêtée instantanément quand ils m'ont vu. « Eh bien » a dit Linda en se redressant, son visage se figeant dans un masque de désapprobation hautaine. « Regardez qui a décidé de revenir. Je suppose que tu es là pour t'excuser. » Sarah a été très contrariée par ton petit coup d'éclat. « Je ne suis pas là pour m'excuser, ai-je dit, ma voix étrangement calme. Je n'ai pas enlevé mon manteau. Je me suis tenu dans l'embrasure du salon, bloquant leur sortie. « Alors pourquoi es-tu là » a ricané Sarah, sans lever les yeux de son téléphone. « Pour mendier les chaussettes ?»« Je suis là pour poser des questions sur les 4000 $, ai-je dit. » La pièce est devenue silencieuse. Le seul bruit était le crépitement du feu. Le visage de Linda est devenu pâle, puis a instantanément viré au rouge tacheté. « Je
Je ne sais pas de quoi tu parles. Chèque numéro 1405, ai-je récité en entrant dans la pièce. Daté du 2 décembre. Rédigé par Arthur. Ligne mémo, 2000 pour Léo et Sam, 2000 pour les enfants de Sarah, spécifiquement pour le set de Lego et le matériel d'art. Sarah s'est redressée, ses yeux se plissant. Tu es allé à la maison de retraite le jour de Noël. Espèce de moucharde. Je suis allé rendre visite à mon grand-père, les yeux corrigés, gardant les yeux rivés sur Linda. Il m'a montré la copie carbone. Maman, il m'a dit qu'il t'avait donné des instructions explicites. Il pense que Léo est en train de construire ce set de Lego en ce moment. Il pense que Sam est en train de peindre sur ce chevalet. J'ai pointé un doigt tremblant vers la pile de jouets dans le coin. Les jouets dont mes fils avaient rêvé, maintenant dans la pile de Sarah. Tu as pris l'argent qu'il avait désigné pour mes enfants, tu as acheté leurs cadeaux et tu les as donnés aux enfants de Sarah. Et puis tu as acheté des chaussettes à $1 pour mes fils avec la monnaie. Ce n'est pas si simple, a hurlé Linda, son sang-froid se brisant. Tu ne comprends pas la pression que je subis. Sarah avait besoin d'une victoire. Marc a eu des moments difficiles. Et tu as volé ton père, les jeux coupés. Et tu as volé tes petits-fils. Je n'ai pas volé, a crié Linda. J'ai réaffecté. J'ai la procuration. Je décide ce qui est le mieux pour la famille. Tu as un travail, Alexandra. Tu es indépendante. Sarah a besoin de soutien. Arthur comprendrait s'il avait toutes ses facultés, mais il est vieux et confus. Il m'a semblé assez clair, ai-je dit froidement. Il était assez clair pour l'écrire. Tu n'oserais pas lui dire, a ricané Linda en croisant les bras. Sa peur se transformait en agression. Tu n'oserais pas le contrarier. Ça le tuerait. Tu le sais. Tu vas te taire ou ce sera toi qui lui aura causé une crise cardiaque. Et le reste de l'argent, ai-je demandé, ignorant sa menace. Le chèque était de 4000. Les jouets ont coûté peut-être 1500 au total. Où est le reste, maman? J'ai regardé le poignet de Sarah. Le bracelet en diamant a capté la lumière. Est-ce que papy a acheté ça aussi, ai-je demandé. Sarah a instinctivement couvert son poignet. C'est Marc qui me l'a acheté. Avec quel argent, ai-je rétorqué. Il n'a pas travaillé depuis 6 mois. Sors, a hurlé Linda en montrant la porte. Sors de ma maison. Tu es jalouse, vindicative et mesquine. Si tu dis un seul mot à ton grand-père, je te bannirai de cette famille pour toujours. Tu ne verras pas un centime de l'héritage, et tu ne seras pas la bienvenue dans cette maison. Je ne veux pas de ton argent, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure. Et je ne veux certainement pas être dans cette maison. Je me suis retourné pour partir, mais je me suis arrêté à la porte. Mais maman, tu as oublié une chose. Je n'ai pas besoin de le dire à papy pour le blesser. J'ai besoin de le lui dire pour le protéger, parce que si tu as fait ça avec l'argent de Noël, qu'est-ce que tu as fait d'autre? Les yeux de Linda se sont écarquillés de terreur authentique pendant une fraction de seconde. C'était toute la réponse dont j'avais besoin. Je ne suis pas rentré chez moi immédiatement. Je suis allé à mon bureau, un petit studio que je louais en centre-ville. J'avais besoin d'une connexion Internet au débit, d'une imprimante et d'une concentration absolue. La menace de Linda s'était retournée contre elle. Si elle s'était excusée, si elle avait montré une once de remords, j'aurais peut-être hésité. Mais elle avait persisté et signé. Elle avait utilisé la santé de mon grand-père comme bouclier pour sa cupidité. J'ai de nouveau ouvert mon ordinateur portable. J'avais toujours les identifiants. Cette fois, je n'ai pas regardé que le mois de Noël. Je suis remonté de 6 mois, 1 an, 2 ans. Ce que j'ai trouvé a fait passer le vol de Noël pour un simple larcin. Ça a commencé petit. Des factures d'épicerie qui étaient clairement pour une famille de 4, pas pour un seul homme en résidence pour personnes âgées. Des pleins d'essence pour une voiture qu'Arthur ne conduisait plus. Puis les transferts sont devenus plus importants. 15 août, $3500 à S. Miller, Sarah. Mémo, consultation. Sarah n'avait jamais été consultante pour quoi que ce soit de sa vie. 1er septembre, $1200 à Marc D. Mémo, réparation de voiture. 10 octobre, retrait en espèces de $5000. J'ai commencé à imprimer, l'imprimante vrombissant rythmiquement,
crachant page après page de preuves. J'ai utilisé mon surligneur, marquant chaque transaction suspecte en jaune fluo. C'était une feuille de route de l'exploitation. Linda avait traité les économies de papy comme sa tirelire personnelle pour subventionner le style de vie de Sarah et maintenir sa propre image de matriarche bienveillante. Mon téléphone vibrait sans cesse. Texto de Linda. Tu réagis de manière excessive. Ne gâche pas le nouvel an. Je t'enverrai un chèque de $500 la semaine prochaine. D'accord, laisse tomber. Si tu le dis à Arthur, tu es morte pour moi. Puis un texto de Sarah. Tu es juste jalouse parce que maman m'aime plus. Grandis un peu. Je n'ai pas répondu. Je construisais une chronologie. J'ai trouvé un virement d'il y a 3 ans, juste au moment où mon mari est parti. Je me suis souvenu avoir demandé un prêt à Linda pour aider avec l'avocat du divorce. Elle m'avait dit, nous n'avons tout simplement pas les liquidités en ce moment, ma chérie. Tu devras te débrouiller. J'ai vérifié la date. 2 jours après qu'elle m'ait dit cela, elle avait viré $10 000 du compte d'Arthur pour payer un voyage de ressourcement en Europe pour Sarah, qui était stressée. J'ai senti un œuf froid et dur se former dans mon estomac. Ce n'était pas seulement du favoritisme. C'était de l'abus financier. Systématique, à long terme et illégal. Le lendemain matin, je ne suis pas allé à la maison de retraite. Je suis allé voir un avocat. Monsieur Henderson était un vieil ami de papy Arthur, un homme qui avait pris une semi-retraite mais qui gardait quelques clients clés. Il avait rédigé le testament original d'Arthur. Quand j'ai posé la pile de relevés bancaires surlignés sur son bureau en acajou, son expression joviale a disparu. Il a mis ses lunettes de lecture et a feuilleté les pages en silence. Le seul son était le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin. C'est, a-t-il fait une pause, enlevant ses lunettes et se frottant l'arête du nez. C'est grave, Alexandra. C'est un manquement à l'obligation fiduciaire. C'est du vol. Elle a la procuration, ai-je dit. Cela ne lui donne-t-il pas le droit de gérer ses actifs pour son bénéfice, a corrigé Henderson sèchement. Pas de détourner de l'argent pour elle-même et son autre fille. C'est de l'autotransaction. Et étant donné le déclin cognitif d'Arthur, c'est de la maltraitance des personnes âgées. Je ne veux pas qu'elle aille en prison, ai-je dit. Bien qu'une partie de moi ne soit pas sûre que ce soit vrai. Je veux juste que ça s'arrête, et je veux que papy soit en sécurité. Nous pouvons révoquer la procuration immédiatement, a dit Henderson en tirant un bloc-notes vers lui. Arthur est encore assez lucide pour signer une révocation si nous lui expliquons clairement. Mais Linda se battra. Elle prétendra qu'Arthur est incompétent et qu'elle agissait dans son intérêt. Nous devons lui présenter cela d'une manière qui ne lui laisse aucune marge de manœuvre. Le réveillon du Nouvel An, ai-je dit. Henderson a levé les yeux. Excusez-moi. La fête de famille annuelle, ai-je dit. C'est elle qui l'organise. Tout le monde sera là. Ses amis, la famille élargie, les voisins. Elle se soucie plus de son image que de toute autre chose. Si je la confronte en privé, elle mentira et me manipulera. Si je le fais légalement, elle fera traîner les choses en justice et videra les comptes avant que nous puissions l'arrêter. Je ne peux pas conseiller une confrontation dramatique, a prévenu Henderson, son cerveau d'avocat s'activant. Je ne demande pas de conseils sur le drame, ai-je dit en me levant et en rassemblant les papiers. Je vous demande d'avoir les papiers de révocation prêts pour que papy les signe le 2 janvier. Je m'occuperai du reste. J'ai quitté son bureau avec le dossier dans mon sac. Je me sentais lourde, accablée par la destruction que j'étais sur le point de déchaîner. Mais ensuite, j'ai pensé au visage de Léo regardant les chaussettes. J'ai pensé à papy Arthur attendant près du téléphone un merci qu'il ne recevrait jamais. Linda voulait un spectacle. Elle voulait être le centre de l'attention. J'allais lui donner exactement ce qu'elle voulait. Le réveillon du Nouvel An chez ma mère était toujours une production. C'était moins une réunion de famille qu'une performance théâtrale conçue pour convaincre le quartier que Linda Miller était le parangon du succès de la classe moyenne supérieure. L'allée était bondée de VUS de luxe. La maison était illuminée comme un phare, une lumière dorée se déversant de chaque fenêtre sur la pelouse enneigée. À l'intérieur, je savais qu'il y aurait des hors-d'œuvre de traiteurs, du champagne cher et une salle pleine de gens faisant semblant de s'apprécier. J'ai garé ma modeste berline dans la rue, loin du service de voiturier que Linda avait engagé.
J'avais besoin de marcher. L'air froid me mordait les joues, aiguisant ma concentration. Dans mon sac, je portais le dossier bleu contenant les relevés bancaires, la copie du chèque 1405 et les impressions des frais de consultation de Sarah. Je n'avais pas amené les garçons. Ils étaient en sécurité chez Madame Higgins pour une soirée pyjama du Nouvel An. Ce n'était pas une scène pour les enfants. J'ai remonté l'allée, le gravier crissant sous mes bottes, sonnant comme des coups de feu dans la nuit calme. Je pouvais entendre le murmure des conversations et le tintement des verres de l'intérieur. J'ai pris une grande inspiration, je me suis recentré et j'ai ouvert la porte d'entrée. La chaleur s'est précipitée à ma rencontre, portant l'odeur du pain et de la viande rôtie. Le hall était bondé. J'ai reconnu des voisins, de vieux amis de la famille et même le pasteur de l'église de Linda. Linda tenait sa cour au centre du salon, vêtue d'une robe argentée scintillante qui coûtait probablement plus que mon hypothèque mensuelle. Sarah était à côté d'elle, tout aussi glamour en velours noir, riant bruyamment à quelque chose qu'un voisin disait. Marc était au bar, préparant des boissons avec une main lourde. Pendant un moment, personne ne m'a remarqué. J'étais le fantôme du festin. Puis, les yeux de Linda ont balayé la pièce et se sont posés sur moi. Son sourire a vacillé une fraction de seconde, une lueur d'agacement traversant son visage avant que le masque ne se remette en place. « Alexandra » a-t-elle appelé, sa voix montant d'une octave. « Tu es venue. Nous craignons que tu ne boudes pendant le Nouvel An. » La pièce s'est tue, les têtes se sont tournées. Sarah a souri d'un air suffisant dans sa flûte de champagne. « Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, » ai-je dit, ma voix stable, portant par-dessus le faible bourdonnement de la musique de jazz. Je n'ai pas enlevé mon manteau. J'ai marché jusqu'au centre de la pièce, m'arrêtant à quelques mètres de Linda. « Eh bien, prends un verre » a dit Linda en me faisant un signe de la main. Nous allions justement porter les toasts d'avant minuit. J'ai une petite annonce à faire sur les dons de bienfaisance de la famille cette année. Bien sûr, qu'elle en avait une. En fait, ai-je dit assez fort pour que les conversations dans les coins de la pièce s'éteignent complètement. J'ai aussi une annonce à faire. Les yeux de Linda se sont plissés. Alexandra, pas maintenant. Ne sois pas ennuyeuse. C'est à propos des finances de la famille, ai-je continué, l'ignorant. J'ai fouillé dans mon sac et sorti le dossier bleu. Plus précisément, des finances de Papy Arthur. Sarah s'est raidie. Marc a arrêté de remuer sa boisson. « Qu'est-ce que tu fais » a sifflé Linda, son sourire disparaissant. Elle s'est approchée, baissant la voix. « Si tu fais une scène ici, je te jure que... » « C'est toi qui as fait la scène, maman, ai-je dit, ma voix s'élevant. « Tu as fait la scène quand tu as volé 4000 $ à un vieil homme sans défense le jour de Noël. » Un halètement collectif a traversé la pièce. Le pasteur a baissé les yeux sur ses chaussures. Les voisins ont échangé des regards écarquillés. « Elle ment » a crié Sarah en s'avançant. « Elle est saoule. Marc, fais-la sortir d'ici. » « Je suis parfaitement sobre, ai-je dit. J'ai ouvert le dossier et sorti la première feuille, la photo agrandie du chèque. Je l'ai brandi pour que la pièce la voie. « Ceci est un chèque rédigé par Arthur Miller le 2 décembre, ai-je annoncé, projetant ma voix comme si j'étais dans un tribunal. La ligne mémo indique 2000 pour Léo et Sam, 2000 pour les enfants de Sarah. C'était pour des cadeaux spécifiques. Mes fils ont demandé un set de Lego et un chevalet d'art. Je me suis tourné vers les invités. Mes fils ont eu des chaussettes à $1. Les enfants de Sarah ont eu le set de Lego et le chevalet. Maman a encaissé le chèque, a acheté les cadeaux pour sa préférée et a empoché la différence. C'est un malentendu, a hurlé Linda, son visage virant à un violet violent. Il était confus. J'ai utilisé ma discrétion. Discrétion ? J'ai sorti la feuille suivante, le relevé bancaire surligné montrant les virements à Sarah. Est-ce de la discrétion de virer 3000 $ par mois à Sarah pour de la consultation ? Est-ce de la discrétion de payer les réparations de la voiture de Marc sur le compte d'un patient atteint de démence ? J'ai jeté les papiers sur la table basse. Ils se sont étalés, une exposition accablante de surlignage jaune fluo. Regardez, ai-je défié la pièce. Regardez les dates. Chaque fois que Sarah avait besoin de vacances, Papy payait. Chaque fois que Marc perdait de l'argent, Papy couvrait. Maman a vidé près de 70 000 $ de ses comptes au cours des 18 derniers mois.
Marc avait l'air sur le point d'être malade. Sarah tremblait, des larmes de rage montant à ses yeux. Espèce de salope, petite jalouse, arrêtez. La voix venait du couloir. Tout le monde s'est retourné. Debout là, s'appuyant lourdement sur une canne, portant son vieux manteau en tweed par-dessus son pyjama, se tenait Papy Arthur. À côté de lui se tenait Monsieur Henderson, l'avocat. Le silence était absolu. On pouvait entendre la neige tomber dehors. « Papa » a murmuré Linda, toute la couleur quittant son visage. « Quoi ? Qu'est-ce que tu fais ici ? » « C'est moi qui l'ai amené » a dit Monsieur Henderson d'un ton sombre. « Alexandra m'a appelé. Nous sommes allés le chercher il y a 1 heure. » Arthur est entré dans la pièce en boitillant. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu, mais ses yeux étaient clairs, brûlant d'un feu féroce et déçu. Il a regardé les papiers sur la table. Il a regardé le bracelet en diamant de Sarah. Il a regardé Linda. « Je suis peut-être vieux, Linda, » a dit Arthur, sa voix rauque mais remplissant la pièce. « Et j'oublie peut-être ce que j'ai mangé au petit déjeuner, mais je sais reconnaître un voleur. Papa, s'il te plaît. » Linda a sangloté, se précipitant vers lui, les mains tendues. Elle déforme tout. « Je m'occupe de toi. Je fais tout pour toi. » Arthur a levé une main, l'arrêtant net. « Tu t'es occupé de toi-même. Tu as utilisé mon amour pour cette famille pour financer ta vanité. » Il a regardé Sarah. « Et toi ? Tu l'as laissé faire. Tu as pris de l'argent à un homme qui peut à peine marcher pour acheter quoi, des babioles de bijoux ?» Sarah a éclaté en sanglots, enfouissant son visage dans l'épaule de Marc. « Monsieur Henderson a les papiers » a dit Arthur en regardant l'avocat. Henderson s'est avancé, tenant un porte-bloc. « Madame Miller, avec effet immédiat. Votre procuration est révoquée. Tout accès au compte de Monsieur Miller a été gelé. Nous allons mener un audit jury comptable des 5 dernières années. Tous les fonds qui ne peuvent être justifiés comme des dépenses de soins directs seront considérés comme un prêt à rembourser par la vente de vos actifs si nécessaire. » Linda a reculé comme si elle avait été giflée. « Vous ne pouvez pas faire ça. C'est ma maison. Je suis ta fille. »« Tu es ma fille » a dit Arthur, sa voix se brisant de chagrin. « Et c'est la seule raison pour laquelle je n'appelle pas la police ce soir. Mais tu n'es plus ma gardienne. Et tu n'es plus l'exécutrice de ma succession. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux s'adoucissant. « Alexandra, ramène-moi à la maison. Je suis fatigué. » Je me suis approché de lui et lui ai offert mon bras. « Allons-y, papy. » Alors que nous sortions, laissant Linda sangloter au milieu des ruines de sa réputation et Sarah crier sur Marc dans le coin, je n'ai pas regardé en arrière. La fête était finie. Les retombées ont été rapides et brutales, exactement comme Monsieur Henderson l'avait promis. Dès la première semaine de janvier, l'audit jury comptable battait son plein. Les chiffres étaient stupéfiants. Il ne s'agissait pas seulement des 70 000 que j'avais trouvés. Sur 5 ans, Linda avait détourné près d'1/4 million de dollars pour l'entretien de son style de vie et de celui de Sarah. La menace légale a suffi à les terrifier pour qu'elles se conforment. Linda a accepté un plan de remboursement qui impliquait la vente de son appartement de vacances. Sarah et Marc ont dû déménager dans un appartement qu'ils pouvaient réellement se permettre. Mais la vraie résolution n'a pas eu lieu dans un cabinet d'avocats. Elle a eu lieu 2 semaines plus tard, un samedi matin de mi-janvier. J'ai conduit les garçons à la résidence pour personnes âgées. Nous avions passé les dernières semaines à décompresser, à nous remettre du choc émotionnel des vacances. Je leur avais expliqué que mamie Linda avait fait une grosse erreur et qu'elle était punie pour un moment. Ils semblaient comprendre, comme le font les enfants résilients. Quand nous sommes entrés dans la chambre 302, elle était différente. J'avais apporté des plantes. J'avais épinglé les nouveaux dessins des garçons sur tous les murs. Cela ressemblait moins à un établissement médical et plus à une maison. Papy Arthur était assis dans son fauteuil, ayant meilleure mine qu'il n'en avait eu depuis des mois. Le stress de la tromperie, ai-je réalisé, l'avait aussi accablé, même s'il n'en connaissait pas les détails. La vérité l'avait libéré. « Eh bien » a tonné Arthur alors que nous entrions. « C'est l'heure ?»« C'est l'heure » ai-je souri. J'ai fait un signe de tête au garçon. « Allez-y. » Léo et Sam se sont précipités,
portant un grand sac de courses que nous avions apporté. Ils l'ont posé par terre devant Arthur. On les a, papy, a gazouillé Léo. Ils ont sorti les boîtes. Un tout nouveau set de Lego architecture, le Taj Mahal cette fois, encore plus grand que celui que Linda avait volé, et un ensemble d'art de luxe pour Sam, complet avec un chevalet de table. Maman nous a emmenés au magasin avec le chèque que tu as envoyé, a expliqué Sam, les yeux brillants. Et on a eu de la glace aussi. Arthur avait insisté pour m'écrire un nouveau chèque directement le lendemain du Nouvel An. Il voulait s'assurer que le cadeau était donné de sa main, de la bonne manière. Ouvrez-les, a commandé Arthur en frappant dans ses mains. Je veux voir des pièces partout. Pendant les 3 heures suivantes, la chambre de mon grand-père était une zone de construction chaotique. Léo était assis par terre, triant des milliers de briques blanches, et expliquant l'intégrité structurelle à son arrière-grand-père. Sam a installé son chevalet près de la fenêtre, peignant un portrait des arbres enneigés dehors. J'étais assise dans le coin, à les regarder. Le nœud de colère qui était dans ma poitrine depuis le matin de Noël a finalement commencé à se desserrer. Justice avait été rendue. Oui, Linda faisait face aux conséquences. L'argent était en sécurité. Mais c'était la vraie victoire. Mes garçons étaient heureux. Ils étaient aimés. Et ils savaient sans l'ombre d'un doute que leur valeur n'était pas déterminée par le favoritisme de leur grand-mère, mais par l'amour authentique des gens qui se souciaient vraiment d'eux. Arthur a croisé mon regard à travers la pièce. Il m'a fait un clin d'œil. Tu as bien fait, Ali, a-t-il dit doucement par-dessus le bruit des briques en plastique qui s'emboîtaient. Tu t'es défendu. Tu es la matriarche maintenant. J'ai souri, des larmes piquant mes yeux. Je suis juste une maman, papy. C'est le travail le plus important qui soit, a-t-il répondu. Nous sommes restés jusqu'à l'heure du dîner. Alors que nous nous préparions à partir, Léo est revenu en courant et a serré les jambes d'Arthur. Le meilleur Noël de tous les temps, papy. Même s'il était en retard. Le meilleur Noël de tous les temps, a convenu Arthur en le serrant dans ses bras. Nous sommes sortis dans la soirée d'hiver fraîche. L'air sentait le propre. Le lourd fardeau des secrets toxiques avait disparu. Nous avions perdu quelques membres de la famille en cours de route. C'est vrai. Linda et Sarah n'étaient plus que de lointains souvenirs, des fantômes en colère d'une vie passée. Mais en regardant mes garçons, marchant devant moi, main dans la main, je savais que nous avions sauvé les parties de la famille qui comptaient vraiment. Et c'était le plus beau des cadeaux.